Salut les fondus, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui partie 3, le tutoriel sur le TIG en aluminium, c'est parti. Et les fondus, l'aluminium c'est très souvent un alliage, c'est pas naturel. Comment ça se passe? On l'extrait d'un minerai qui s'appelle la bauxite. Avec une action chimique, ça le transforme en alumine et on lui mettra différents éléments qui constituera l'alliage d'aluminium. L'aluminium a beaucoup d'avantages, il est amagnétique, il conduit très bien la chaleur et l'électricité. Il a une bonne résistance à la corrosion. Ensuite, il est très léger, c'est-à-dire que si vous prenez une bouteille d'1 litre dans l'absolu, vous mettez de l'aluminium dedans, ça fait 2,7 kg. À comparaison, si vous mettez de l'acier dedans, ça fait 7,8 kg, donc c'est beaucoup plus léger. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est facile à souder dans toutes les positions, contrairement aux autres matériaux, comme les aciers, les inox, qui auront tendance à couler. Bon, s'il y a des avantages, il y a aussi forcément des inconvénients. Déjà, c'est difficile à souder quand on n'a jamais fait d'aluminium, premièrement. Il faut une préparation aux petits oignons. Par rapport aux aciers, aux inox, il faut plus de préparation. En termes de pays, il faut être encore plus vigilant. Il y a beaucoup de réflexions avec l'aluminium. Il y a 2 à 3 fois plus de lumière réfléchie que le TIG acier et inox. Alors faites attention, vous faites ça, déjà par rapport aux parois et les gens qui sont autour de vous. Et moi, je vous conseille de monter au minima d'une teinte sur votre casque automatique. Ou, si c'est un casque passif, de monter d'une teinte de carreau. En clair, pour les intensités que vous avez l'habitude de souder, que vous êtes à 10, avec les mêmes intensités en aluminium, mettez-vous à 11 en shade, en teinte. Dans les aluminiums, donc dans les alliages d'aluminium, il existe 7 familles, de 1000 à 7000. Donc la série 1000, par exemple, A4, A5, c'est les aluminiums non alliés, ce qu'on va retrouver principalement dans les papiers d'aluminium ou dans les câbles haute tension. Donc la série 2000, AU4G, dédicace aux usineurs, avec un taux de cuivre de 2 à 6%. C'est plus dur, c'est ce qu'on va retrouver dans les pièces moulées et dans l'aéronautique. Série 3000, AM, avec du manganèse, à peu près de 0,5%. Ça paraît peu, mais ça suffit pour faire tout ce qui va être bardage, éléments de jardin, structure jardin, canettes et tout ce qui va être boîte de conserve. Alors, série 4000, l'AS, aluminium silicium, de 0,8 à 1,7%. Alors, on trouve ça dans la forge et dans certains fils de soudage. La série 5000, l'AG, la plus connue, aluminium magnésium, de 0,5 à 5% de magnésium. On va retrouver ça principalement dans la tôlerie pour faire des bennes, des citernes, des ridelles et compagnie. Facilement formable. La série 6000, vous les trouvez principalement dans les verrières, dans tout ce qui va être véranda, dans les tubes, carrés, tubes ronds, et évidemment dans les panneaux de signalisation. Donc ça veut dire que si jamais vous piquez un panneau comme moi, vous le souderez avec de la série 6000 en métal d'apport. Alors la série 7000, l'AZ, aluminium, magnésium, zinc et des traces de cuivre. Le zinc sera aux alentours de 5 à 7%. Ça, c'est l'aluminium idéal de l'usineur. C'est ce qu'on va retrouver dans les mousquetons, dans les cannes de ski et tout ce qui va être boulonnerie aéronautique. Donc pour nous les soudeurs, les séries les plus faciles à souder, c'est les 4000, les 5000 et les 6000. Certains poseront la question, mais comment je reconnais mon aluminium? Bon, comme j'ai expliqué, si c'est de la tubulure, donc tubulure carrée, rectangle, on est sur une série 6000, on peut facilement le souder. Si c'est de la tôle qui est mise en forme, peu importe l'épaisseur, si elle est mise en forme, c'est que c'est soudable. Et assez facilement. Bon, du coup, pour les carters aluminium, c'est pas la même chanson. Soit c'est identifié par un gravage, comme marqué AS, AMG et ainsi de suite. Soit il n'y a que dalle. Et s'il n'y a que dalle, il faut faire un essai sans métal d'apport sur un coin qui ne craint pas de trop. Et si ça fait une émulsion, ça implose durant la fusion, bah vous savez que malheureusement, c'est pas soudable. Alors, il y a Gérard derrière la caméra qui me dit « Mais je comprends pas, les pièces moulées, à un moment donné, elles ont été fondues pour faire une pièce. » Oui, quand on fait une partie moule, on envoie l'aluminium à l'état liquide, 650-700 degrés, pas plus. L'énergie restituée par un post-TIG va être de 1500 à 2000 degrés. Donc on va être en émulsion globalement, on va bouger tous les éléments qu'il y a dedans et certains comme le cuivre, le zinc ou le manganèse va vous empêcher de souder correctement. Donc pour vulgariser, une pièce moulée c'est 650-700 degrés, une pièce à souder c'est 1500-2000 degrés, bien plus qu'il n'en faut. Alors pour souder les aluminiums, on va utiliser un TIG jusqu'à peu près 8 mm d'épaisseur. Passé ces épaisseurs, on prendra plutôt le MIG-ALU. Il vous faut un courant alternatif, donc ce qu'on appelle CA ou AC. D'accord ? Alors si vous voulez souder des aluminiums,
La première chose qu'il faudra faire, c'est vous débarrasser de la couche d'oxyde d'alumine qu'il y a en surface, qui font aux alentours de 2500 degrés, qui vous empêche de souder correctement. Rappelons que l'aluminium fond aux alentours de 650 degrés, 700 degrés. Donc le courant alternatif, il bombarde l'électrode, ça donne un arc instable et ça permet justement de se débarrasser de cette couche d'oxyde d'alumine. Alors vous allez me demander, mais on ne peut pas souder l'aluminium en courant continu? Oui, mais alors, c'est très compliqué. La première chose, il faut de l'hélium pur. Bon, déjà, ça coûte une blinde. La deuxième, il faut avoir des épaisseurs bien plus importantes que celles que vous allez vouloir souder. En général, au-dessus de 6 mm. Et ça donne des cordons plus ou moins irréguliers. Elle est fondue. Vous voulez voir ce que c'est que de l'oxyde d'alumine sur une pièce non décapée et une pièce décapée? Allez, je vous montre. Une pièce que je vais brosser et une pièce que je vais laisser à l'état brut. Une vieille tache dégueulasse, et là, il n'y en a pas. Enfin, elle est plus large, mais il n'y a pas de noir. Ça, c'est l'oxyde d'alumine qui est remonté à la surface, qui a été plus ou moins craqué, sans avoir préparé la pièce. Et là, comme j'ai préparé la pièce, c'est-à-dire je l'ai brossée, cette couche a partiellement disparu, ce qui a laissé place à une zone blanche. Et ça vous empêche de souder correctement. C'est pourquoi c'est important de décaper, de brosser avant de souder. L'oxyde d'alumine que vous avez enlevé en brossant, elle va se régénérer au contact de l'air ambiant. Donc en clair, il ne faut pas attendre trop longtemps pour pouvoir souder derrière. La torche TIG. Connexion en 13 mm, un quart tournant en position négative. La masse sur la polarité positive. Comme je suis équipé d'une torche refroidissement liquide, je viens mettre mes raccords rapides pour le passage de l'eau. Aller et retour. Clac. Et voilà. Dans cette boîte, il y a le liquide de refroidissement, la pompe et le radiateur. Alors, le TIG aluminium, ça chauffe énormément. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises sont équipées d'un poste refroidissement liquide qui permet d'avoir la torche tout le temps froide. Bon, l'aluminium, si vous voulez vous aventurer au TIG alu, c'est clair, net et précis, il faut bien nettoyer, bien préparer. Vous ne le faites pas, il ne faut même pas essayer. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut se débarrasser de tous les contaminants. La peinture, l'humidité, tout ce qui va être gras. Avec quoi? Avec soit un décapage mécanique, donc une brosse, inox, pas une brosse acier. Une brosse acier, elle viendra polluer l'état de surface de votre tôle. Donc brosse inox ou un grattoir, évidemment. On peut aussi utiliser des abrasifs uniquement pour l'alu. Il ne faut pas prendre ceux des aciers des inox. Pourquoi? Parce qu'un abrasif, c'est quoi? C'est du sable et ça reste dans la matière. Comme l'aluminium, c'est mou, vous le laissez dedans, même si visuellement ça ne se voit pas, et ça ressort pendant la soudure. Après, il peut y avoir aussi des produits solvants pour dégraisser. Nous vous conseillons plutôt de l'acétone ou de l'alcool à brûler. Certains produits comme le diluant rentrent dans la matière et lorsque vous soudez, ça se libère et ça fait des fumées toxiques. Donc évidemment, à proscrire. Et enfin, il existe un décapage chimique à chaud, une solution alcaline avec de la soude. Mais c'est plus rare, ça fonctionne très bien, mais là c'est plutôt réservé aux professionnels. Si vous le trouvez sur des épaisseurs supérieures à 3 mm, c'est la base. Il faut faire un chanfrein sur la pièce. Si jamais vous faites un bord à bord, chanfreiner de chaque côté, entre 30 et 40 degrés. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais réussir à pénétrer la pièce, ce qui fera que votre pièce sera fragile si jamais il y a un essai de dynamique dessus. Si vous êtes amené à faire des cordons les uns au-dessus des autres, vérifiez la température entre passes. Il ne faut jamais dépasser 200 degrés, sinon le bain il devient instable et pâteux. Alors si jamais vous êtes amené à faire de la coupe pour du tube carré, rectangle ou rond, et si vous avez une scie à ruban, je vous déconseille le lubrifiant. Pourquoi? Parce que ça vient se mettre dans la matière, même si vous mettez un coup de chiffon, ça reste aux abords de la matière et quand vous allez souder, ça va remonter et ça va vous faire des soufflures. Au pire, ça va vous faire un pain plutôt pâteux. Je vous conseille plutôt de couper à sec. Alors moi, je conseille, en débit de gaz, mettre 1,5 litre par millimètre d'épaisseur, jusqu'à 3-4 mm. Au-delà de ça, bien sûr, il ne faut pas mettre plus que le numéro de la buse. Exemple, si vous avez une buse de 8, mettez maximum 8 litres pour une épaisseur de 4 mm. Alors pour les buses, moi je vous conseille 2 diamètres de buse, un plus petit, un plus gros. Un diamètre plus petit pour aller dans les endroits plutôt fermés et un diamètre plus gros pour tout ce qui va être bord à bord plat. Bon, pour une pièce comme celle-ci, on a possibilité de soit au minima de la dégazer,
ou voire la préchauffer. C'est quoi la différence entre les deux? Dégazée, on va la chauffer un petit peu entre 60 et 80 degrés, soit localement, soit uniformément, pour libérer l'humidité qui pourrait se trouver à l'intérieur de votre aluminium. En clair, si je chaude une pièce qui est relativement humide, tout va remonter en surface et ça va faire de la merde. Préchauffer, on sera plutôt sur des pièces beaucoup plus épaisses. Un exemple. Si là, j'ai besoin de faire un rechargement d'une pièce usée, la pièce, elle est volumineuse, et le fait de préchauffer, ça me permet de maintenir la pièce en température, 150-200 degrés, je vais vous dire avec quoi, et ça évite surtout la rencontre du chaud et du froid. En surface, vous allez réussir à faire un bon cordon, si tant est que vous ayez un poste avec beaucoup de patates. La rencontre du chaud avec le froid, clac, ça pète, ça fissure. Il faut préchauffer la pièce, soit par une plaque, si la pièce est relativement petite, une plaque comme celle-ci, qui peut facilement monter à 150 degrés, ou alors un chalumeau. Mais je déconseille le chalumeau oxyacétylénique parce que l'oxygène se trouvant dans la bouteille va venir mettre de l'humidité dans votre pièce. Si vous pouvez le faire soit avec une plaque ou soit avec un chalumeau, plutôt avec du propane, c'est mieux. Alors pour tout ce qu'on va faire, aussi bien du carré, du rond, du plat, vous ne prenez pas la tête avec le tungstène, avec l'électrode tungstène. On va prendre une 2,4 en diamètre. Certains me diront pourquoi on ne peut pas utiliser un diamètre plus petit, comme un 1,6. On peut faire des choses avec 1,6, mais sachant que l'intensité, le courant alternatif perturbe beaucoup l'électrode par son bombardement d'électrons. Donc le 1,6, par exemple à partir d'une centaine d'ampères, a risque de faire des projections de tungstène et se retrouver dans la soudure. Donc c'est pourquoi le 2,4 est plus adapté. Elle est fondue. Vous savez que les électrodes, quand vous les achetez neuves, elles sont plates. Il faut les affûter. Oui, il faut les affûter. Alors certains diront, mais je ne comprends pas, le courant alternatif, ça évite d'affûter les électrodes puisque ça va former une boule. Mais en fait, non, l'affûtage, en fonction de votre réglage de la balance et de la fréquence, qu'on verra un petit peu plus tard, peut avoir une influence sur votre cordon de soudage. Pour la couleur, chacun ira à sa préférence. Dans les vidéos, sur les documents, on va vous dire la verte, la WP, la pure, c'est la meilleure. Au risque de vous surprendre, ce n'est pas ma préférée. La préférée pour moi en aluminium, selon évidemment les intensités, c'est la grise, la cérium, 2% de cérium. Après, ça marche aussi bien avec la rouge, la thorium, ça marche avec la lantane, avec 1,5% de lantane, ça marche avec les bleus, la 2% de lantane. Faites des essais, mais si vous pouvez éviter la verte, au risque de surprendre beaucoup de personnes, vous aurez des résultats beaucoup plus satisfaisants. On a choisi le diamètre, on a choisi la couleur, on va choisir évidemment le stick-out, tout comme les aciers et les inox. Par contre, on a toujours le même problème, elle est noire. Comme les aciers et les inox, ce qu'il faut faire, c'est monter le poste gaz en durée, au moins 4-5 secondes, pour que l'électrode soit refroidie sous atmosphère inerte et repartir sur une électrode propre. Bon, en général, les postes TIG sont livrés avec une série longue, une torche série longue. D'accord ? Donc pour celle-ci, c'est une SR18. Ça veut dire qu'elle a refroidissement liquide avec une partie longue comme ça. D'accord ? Donc en clair, les torches sont plus importantes pour encaisser l'énergie de l'aluminium, du courant alternatif. Il n'est pas nécessaire et même fortement déconseillé d'utiliser ce genre d'accessoire. Le diffuseur type tamis, c'est des petits grillages qu'il y a dedans. En clair, vous mettez une intensité en aluminium qui est beaucoup plus importante que sur les aciers et les inox et ça va venir les griller, ça va venir les fondre. Le métal d'apport de même nuance que votre métal de base, ça paraît évident. Vous avez plusieurs diamètres, mais en vrai, le diamètre idéal, c'est le diamètre 2,4. Pourquoi ? Parce que quand on prend un diamètre plus petit, en général, avec l'énergie qu'il y a autour de l'électrode, il fond sur lui-même et va tomber en boule. Et l'idéal pour refroidir le bain, puisqu'on amène une amenée de fil froid, ça permet de refroidir le bain. Donc en diamètre 2,4, ça reste un diamètre idéal. Et dernière chose, deux dernières choses. La première, c'est éviter de le couper comme les aciers et les inox, parce que ça va tellement vite qu'il faut pouvoir amener du fil rapidement. Et surtout, comme d'habitude, même s'il paraît neuf, on nettoie l'apport avec un chiffon. Un petit coup de lime pour ébavurer l'intérieur du tube, bien sûr. Si vous pouvez, essayez d'avoir une lime qui ne sert qu'à l'aluminium. Petit coup de grattoir. En même temps, vous cassez un petit peu la carre, comme ça. Petit chanfrein. Sur le dessus, un coup de brosse. Pareil, dédié que pour l'aluminium, brosse en inox. Vous pouvez le faire également avec une petite meule en bout. Pareil, ne pas utiliser sur d'autres matériaux. Moi, j'utilise ce genre de brosse. C'est une brosse spéciale avec de la céramique dedans. Je vous mettrai en description le nom de la roulette.
Bien sûr, ne remettez pas les doigts dessus directement sans gants. Pourquoi? Parce que l'acidité qu'on peut avoir dans la main viendra polluer votre fusion. Important, le plus loin possible dans le tube. Bien sûr, si les tubes font 3 mètres de long, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais au moins à proximité. Je dirais une bonne dizaine de centimètres autour de votre soudure. Donc là, je viens de faire 2 points sans métal d'apport. À l'aluminium, il est hyper important de faire des points avec métal d'apport, sauf évidemment si vous avez des courants artificiels sur certains postes haut de gamme. Qu'est-ce qui se passe quand je ne mets pas de métal d'apport? En clair, les points, ils refroidissent trop vite, ils pètent. Et si vous avez une grande longueur et vous faites que des points sans métal d'apport, à mesure que vous allez souder, les points ils vont tous péter. Pap, 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 pap. Alors, la solution, évidemment, pour éviter que ça fissure, on met du métal d'apport au moment où on fait le pointage, avec de l'évanouisseur, c'est-à-dire une descente progressive pour que le métal ne fasse pas un petit cratère. Et là, par miracle, il n'y a plus de fissuration. Alors, le pointage pour l'aluminium, c'est la même chose que les aciers. Pareil, on pointe au milieu, mais là, je vais vous montrer que si vous pointez à l'extrémité, ce que ça va faire. Donc là, vous avez pu constater que ça s'est écarté. On a volontairement mis plus d'intensité pour bien accentuer le phénomène. C'est revenu, mais sur des grandes longueurs, il est difficile de les ramener. Donc essayez de faire un maximum de pointage au milieu et de répartir les points vers l'extérieur. En France, on estime un soudeur sur 10 qui maîtrise le TIG aluminium. D'accord? 1 sur 10. Pourquoi? Déjà parce que l'aluminium, c'est soit on aime ou soit on déteste souder l'aluminium. Il faut savoir qu'il y a des réglages supplémentaires qui sont importants pour commencer l'aluminium. 2, voire 3. Le premier, c'est le décapage. C'est-à-dire, c'est la forme de la boule qu'on va avoir sur le tungstène, à l'extrémité du tungstène, qui va décaper l'aluminium pendant le soudage. Parce que vous avez décapé avant, mais il faut aussi, de temps en temps, remonter les impuretés avec ce fameux décapage. Je vais l'expliquer. La deuxième chose, c'est la fréquence. La fréquence du courant secondaire, c'est-à-dire à la torche. La fréquence qu'on connaît tous, c'est le 50 Hz dans les prises domestiques. Ça veut dire que ça change 50 fois de polarité en 1 seconde. Sur ce genre de poste, on peut régler en général de 40 jusqu'à 250 Hz. Je vais vous expliquer l'importance de cette fréquence. Et la troisième chose, c'est la forme d'onde. Je ne vais pas rester dessus, je vais l'expliquer très rapidement après. J'ai pris 3 pièces identiques avec le même réglage, intensité, gaz, électrode, même bonhomme, pièces froides et compagnie. Et vous verrez la différence. Pour faire simple et pour vulgariser la balance, quand vous commencez. Si vous avez un aluminium propre, pas trop épais, balance au milieu. Okay? Si vous avez un aluminium très fin, qui mérite quasiment pas de décapage, vous mettez la balance vers le moins. Et quand vous avez un aluminium caractérisé, qui est assez épais, qui a déjà été sollicité, qui est plein de gras, tout ça, si vous voulez vraiment que ça malaxe, vous mettez la balance vers le plus. La fréquence, on peut avoir une possibilité, soit de l'avoir faible, soit de l'avoir élevée. D'accord? Mais pour commencer, mettez-vous entre 100 et 150 Hz. On imagine, pour vulgariser, pour faire une métaphore, que la fréquence, c'est un malaxeur. D'accord? Donc si on descend par exemple à 40 Hz, le malaxeur va malaxer 40 fois en 1 seconde, ce qui laissera le temps de remonter les impuretés. Là, vous êtes plutôt sur des pièces caractérisées, sur des pièces épaisses où vous ne savez pas comment elle a été utilisée. Vous avez nettoyé la surface, mais vous ne savez pas ce qui se trouve à cœur. On va mettre une fréquence plus basse pour remonter ces impuretés. La fréquence plutôt élevée est plutôt destinée aux soudeurs expérimentés comme l'aéronautique, sur des faibles épaisseurs. Vous mettez une fréquence élevée, ça vous permet d'aller plus vite et de ne pas défoncer la pièce. En plus, initialement, la pièce est propre, donc ça ne sert à rien de mettre trop bas en fréquence. Donc là, je vais faire 2 cordons. Un avec une fréquence basse à 50 Hz et une avec une fréquence beaucoup plus élevée, c'est-à-dire 150 Hz. Mes paramètres sont 75 ampères, la balance équilibrée. D'accord? Le gaz et tout, j'ai rien changé.
Alors, cordon réalisé avec une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire une fréquence basse. On constate que le cordon est plus pénétré que la fréquence haute avec les mêmes réglages. Qu'est-ce qu'on peut constater déjà? Le cordon, il est plus brillant. C'est normal, ça a tendance à moins mélanger parce que c'est plus rapide. Donc, le métal en surface est plutôt du métal d'apport. Le métal d'apport est bien sûr propre. Je vais vulgariser. Vraiment, il faut être un peu savant fou pour utiliser ce genre de paramètres. En changeant cette courbe, vous pouvez avoir de meilleurs résultats sur certains aluminiums. Sinusoïdal, on est sur des aluminiums, on va dire classiques, avec ou sans préparation. D'accord? Quand vous commencez à rentrer dans des aluminiums spécifiques, type fonderie, il sera peut-être nécessaire d'utiliser une forme d'onde triangulaire pour avoir un arc plus sec. En clair, pour rentrer plus dans la matière sur un temps plus court. Et la forme rectangulaire, ça veut dire qu'en haut, on a un temps un peu plus long pour pouvoir soit décaper, soit pénétrer. Pour ceux que ça intéresse, on fera une vidéo. Tadam! Bon, on va s'attaquer à un problème récurrent qu'on voit souvent en commentaire. Est-ce que je peux sauver ma pièce en aluminium, mon carter en aluminium? Déjà, si vous pouvez, évidemment, essayez de le faire assis pour vous caler. Plus vous allez être calé, plus vous allez faire un travail soigneux. Maintenant, je vais gratter un endroit, je vais brosser un endroit pour faire un test de soudure, pour voir si l'aluminium se soude correctement. Ok. Ok, a priori, je ne rencontre aucune difficulté à pouvoir fusionner l'aluminium. Je n'ai pas eu de projection, d'émulsion, ça ne m'a pas fait de bulle. Donc tout porte à croire que mon aluminium se soude correctement. Il faut aussi s'assurer que la pièce qui est maintenue, par exemple là, j'ai deux pièces ensemble, maintenues par de la boulonnerie. Il faut évidemment s'assurer qu'il n'y ait pas de joint derrière et d'être le plus loin possible de tout ce qui peut fondre par rapport à la chaleur. Je rappelle que l'aluminium se diffuse assez largement. Pour vous donner une ordre d'idée, quand vous faites une soudure, il y a à peu près 10 cm autour de la soudure qui va être extrêmement chaud. Donc là, en l'occurrence, on sait qu'il y a un joint entre les deux, c'est une pièce martyre, mais si jamais vous avez la possibilité, démontez un maximum toutes les pièces avant de souder. Là, je vais dégazer la pièce, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un maximum pour que l'humidité s'échappe de la pièce. Essayons de chauffer un peu partout et non pas que la zone. Pas mal passé. J'ai pas enlevé la pièce en laiton sur le côté, vous l'avez peut-être remarqué, mais en vrai, comme encore une fois, c'est une pièce martyre, il n'y avait pas de souci. Mais si jamais vous le faites, vous enlevez tous les inserts qui se trouvent à proximité. Donc là, je vais faire une petite passe de finition pour vous montrer que ça n'a pas collé. Donc en clair, j'ai réussi à recharger la pièce correctement. Bon, opération terminée. Quelques petites finitions apportées, mais c'est déjà satisfaisant. Alors, je ne vous cache pas que c'est une opération un peu délicate. Il faut s'entraîner avant. Faites-le au point par point, comme j'ai pu faire dans la vidéo, c'est-à-dire pour éviter que le métal s'effondre. Et ne soyez pas surpris si vous trouvez quelques aspérités, quelques bulles qui remontent dans le bain, parce que c'est toujours un peu délicat d'amener un fil aluminium sur une pièce aluminium. Maintenant que c'est terminé, on passe à autre chose. L'ampérage. Quand on est en bord à bord ou sur une pleine tôle, en clair, quand on a une épaisseur constante. 30 à 40 ampères par millimètre d'épaisseur. Et à baisser quand la tôle est chaude. Mais ça, vous allez vous familiariser avec le poste à souder. En angle FW, comme ça, ou une pièce superposée.
40 à 50 ampères par millimètre d'épaisseur. Et toujours pareil, on réduit quand c'est bien chaud. Certains me demanderont si j'ai une épaisseur plus importante que l'autre et je la colle. Comment je trouve mon opération? Je t'invite à regarder la première vidéo, j'en ai déjà parlé. Alors maintenant, je vais faire un défaut, pièce trop chaude ou surintensité. Bon, les fondus, peut-être que pour certains d'entre vous, ce cordon est conforme. Pour moi, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop large, il s'effondre et il est terne. Qu'est-ce qui s'est passé? La pièce était déjà trop chaude. Donc, il faut attendre que la pièce refroidisse, si tant est que vous avez déjà fait un cordon avant. La deuxième chose que j'ai fait en même temps, j'ai mis une surintensité. C'est-à-dire que là, pour de la tôle de 2 mm, du tube de 2 mm, il aurait fallu mettre entre 60 et 80 ampères. D'accord? 70, 80 ampères. Moi, j'ai mis 120 ampères. Donc les pièces étaient trop chaudes, ça s'est effondré, une pénétration excessive, donc trop de déformation. Donc prochain défaut, mon cordon il est joli au début et à la fin il est tout terne, voire effondré. Qu'est-ce qui se passe? Le cordon il est nickel au départ et à la fin il est trop large. Pourquoi je ne peux pas avoir pareil du début à la fin? En fait, ce qui se passe, c'est que la chaleur se diffuse. Le temps qu'elle se diffuse, vous restez sur place. Donc plus la pièce est chaude, plus il faut aller vite. Il ne faut pas garder une vitesse constante. Là, prochain défaut, on touche. Soit on touche la pièce avec l'électrode, soit le métal d'apport vient toucher l'électrode. Dans tous les cas, il ne faut rien mettre en contact les uns avec les autres. Là, objectivement, ça se voit très bien. Dès qu'on a du noir sur la pièce, c'est que l'électrode, déjà elle est polluée, mais aussi parce que vous avez touché pendant le soudage. Alors, soit vous avez touché l'électrode dans la fusion, soit vous avez touché le métal d'apport sur l'électrode, et ce qui fait que ça pollue complètement votre cordon. Là, vous êtes sur un cordon non conforme. Voilà, donc là, on s'aperçoit que mon électrode a été largement polluée. Je vais garder cette électrode. Je ne vais pas toucher, mais je vais essayer de réaliser un cordon. Je vais faire la même chose qui va peut-être vous rappeler la partie 2 du tuto TIG sur l'inox. Je vais souder avec une électrode polluée, mais ça ne fait pas les mêmes choses. Donc je vous invite à aller voir effectivement la partie 2. Le poste, il ne veut même pas souder. Oh, j'arrête, on dirait le boulot à Cédric. Là. Donc là, je ne vais pas expliquer grand-chose, il suffit de regarder ce que ça a donné. Je vous rappelle qu'on ne coupe pas l'extrémité polluée, ça va la fissurer l'électrode. Attendre que l'électrode soit froide et la taper, avec un marteau évidemment, de façon à casser le bout pollué. Paf! Donc là, j'ai volontairement baissé l'intensité et la pièce est froide. Voici le défaut que ça provoque. Donc là, clairement, c'est l'un des défauts qu'on retrouve le plus souvent quand on débute en aluminium. On n'attend pas assez que ça chauffe. Une fois que c'est chaud, il faut adapter sa vitesse. Et là, on s'aperçoit aussi qu'il manque de l'intensité. Là, j'ai essayé de faire un cordon à, je ne sais plus, je vais être à 40-50 ampères pour 70-80 ampères. Donc forcément, les deux défauts additionnés forment ce genre de cordon. Bon, les fondus, pour ceux qui ont la flemme de préparer leurs pièces, comme celle-ci, tu vois, il y a tout dessus. Non seulement elle est sale, en plus il y a un peu de peinture dessus. On va faire un cordon et vous allez voir ce que ça donne. Je vais mettre mon masque parce que je vais refaire un cordon avec une pièce décapée sur la même. Je refais un cordon à côté, je ne triche pas. Bien sûr, la pièce est un peu chaude, mais c'est pas grave. Je vais juste décaper la pièce à la brosse. Ça se dispense de commentaires. Sans préparation, avec préparation. Et encore avec préparation, juste un coup de brosse. J'ai rien changé. Maintenant, à vous de savoir si vous allez préparer vos supports ou pas. C'est pire. Bon, les fondus, bien sûr, j'utilise un poste qui va bien. Donc, c'est un poste Telwin, c'est un 400 ampères ACDC. Donc, c'est les plus grosses gammes qu'on peut trouver chez la marque Telwin. Telwin, c'est une marque italienne, 3e génération, 250 salariés, 1 heure de Venise.
Je vais peut-être pas tarder à y faire un tour d'ailleurs. Ils ont deux grosses divisions, la carrosserie et le soudage. À une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on associait Tailwind à une marque GSB, donc on va dire une marque de grande distribution qu'on trouvait dans les magasins de bricolage. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous cherchez du Tailwind en grande distribution, il n'y en a plus. Maintenant, c'est de la marque industrielle. Bon les fondus, j'espère que nos conseils concernant le TIG aluminium pourraient être bénéfiques pour vous. Pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je vous invite à faire une formation chez System Weld. On se fera un plaisir de vous accueillir pour passer un super moment tout en étant professionnel. Et n'oubliez pas surtout de checker la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!